Alors en plus, les familles étant nombreuses, le peu de terre qu'il y a, c'est normalement, à l'époque, on parle du milieu du 19e siècle, c'est l'aîné qui hérite du peu de terre qu'il y a, parce qu'il n'y en a pas pour tout le monde. Donc les autres, les 6 ou 7 autres frères, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils sont obligés de partir. Alors, déjà, il ne faut pas croire que l'émigration, ça a commencé au 19e. L'émigration, elle a déjà commencé, elle a déjà commencé bien avant, elle a déjà commencé au XVIIe siècle. Vous voyez, ce n'est pas quelque chose de nouveau, parce qu'ils étaient colporteurs. Colporteurs, ça veut dire qu'ils sortaient déjà, ils avaient l'habitude de sortir l'hiver. Il y avait des mois d'hiver qui étaient beaucoup plus longs qu'aujourd'hui. On va dire qu'il y avait au moins 6 mois d'hiver, donc on peut faire pendant 6 mois. Bon, alors évidemment, ils étaient instruits parce qu'ils avaient ce qui fera leur succès au Mexique. Donc ils étaient instruits parce qu'ils avaient des professeurs qui venaient pour la saison dans les villages pour enseigner soit la grammaire, les mathématiques dans tous les petits villages aux environs de Barcelonnette qui maintenant sont déserts parce que tous les gens sont partis au Mexique. Donc ils savaient très bien lire et compter, ce qui va se révéler essentiel quand ils vont arriver au Mexique par rapport aux Mexicains qui sont eux en grande partie analphabètes. Ça va être une des causes de leur réussite. Et vous voyez, donc là on voit sur cette gravure qu'ils partent, ils ont déjà l'habitude de partir jusqu'en Hollande. En Hollande aujourd'hui on trouve des familles barcelonaises. Et ils vont dans les foires, ils vont vendre, ils emportent dans une malle ou dans un ballot des échantillons, ils passent par Lyon et on leur prête des échantillons qu'ils vont vendre dans des villages qui sont coupés de la civilisation, vous voyez. Et c'est comme ça qu'en fait, ils amènent même des marmottes qui dans les foires, ils les font danser, vous voyez, pour essayer de revenir avec un petit pécule et revenir à la bonne saison au printemps pour faire quelques semences et pour essayer de survivre. Alors, donc, je vais vous montrer encore voilà encore un exemple de colporteur, vous voyez. Alors, donc, il y en a qui emportent c'est surtout des échantillons de la mercerie, des échantillons de tissu et ils vont essayer de les vendre ailleurs. Donc c'est déjà quelque chose d'habituel pour eux de sortir de la vallée. C'est pas nouveau. Et ils vont, voilà. Alors voilà l'hiver à peu près. Je vous donne, vous voyez le petit village, pour vous donner une idée des longs hivers. Que faire pendant 6 mois d'hiver dans ces petits villages où il y a l'église et quelques fermes à côté? On ne peut rien faire. Alors on vit de quoi? Des quelques pommes de terre qu'on a engrangées pendant l'été. Vous voyez bien que c'est pas possible, non? Donc c'est pour vous donner un petit peu l'aperçu de ce que peut être la vie dans les Alpes au début du 19e siècle, ou surtout vers le milieu du 19e siècle, quand les crues ont emporté les ateliers textiles, et c'est pour ça que donc ils sont obligés de partir. Alors, là, vous voyez ici un autre exemple de colportage, c'est-à-dire avec les ânes. Vous voyez qu'ils ont des mâles sur les ânes, et là, c'est là qu'ils emportent leurs échantillons. Et les ânes, évidemment, c'est très pratique, parce que comme les routes sont pratiquement pas fréquentables, on peut aller partout avec les ânes. Voilà. Alors ça, c'est une carte postale qui est assez... vous voyez, c'est Morin, c'est dans la haute vallée de Barcelonnette. Et vous voyez le genre de chemin qu'il y a à l'époque. Alors évidemment, dans les petits villages, vous imaginez bien qu'il fallait être colporteur et avec des ânes pour aller amener des produits. Aujourd'hui, c'est facile, on va dans un magasin, il y a la route, il y a les voitures, mais à l'époque, pour se rendre dans les villages, il n'y avait que ce genre de chemin, vous voyez, caillouteux, que vous voyez sur la photo. Alors ensuite, alors maintenant, vous allez, comme je vous disais, on parlait du Mexique, et vous me dites... Vous allez me dire, mais pourquoi ils sont venus au Mexique? En fait, ils ne sont pas venus au Mexique. Les premiers migrants, étant donné que je vous ai dit qu'ils avaient déjà l'habitude de partir, de sortir, d'aller en Bourgogne, en Hollande, il y en a qui se sont dit, pourquoi pas traverser l'Atlantique et aller où? À l'endroit où on parlait français. La Louisiane venait d'être vendue en 1803 par Napoléon Ier aux Américains. Qui d'ailleurs, il ne voulait pas la Louisiane. Il ne voulait que la ville de la Nouvelle-Orléans, mais Napoléon leur a dit, mais prenez toute la Louisiane, qui représente cet État actuel aux États-Unis, cet État américain actuel.
Et bon, mais finalement, c'est anticonstitutionnel, mais ils ont accepté. Et la Louisiane était française, donc reliée par les Français, et ils se sont dit, pourquoi pas aller chercher l'aventure ailleurs? Donc ça paraît logique de partir vers un endroit où on parle français. Donc c'est le départ, juste après la vente par Napoléon, des premiers frères Arnaud, ces 3 frères, qui, eux, ils sont pas misérables, hein, contrairement à la grande masse de la population. Eux, ils ont déjà tout un réseau commercial. Mais c'est l'exception qui confirme la règle. Et c'est eux qui arrivent en Louisiane. Qu'est-ce qu'ils vont faire en Louisiane? Ils vont faire le colportage, la même chose qu'ils faisaient en Bourgogne et ailleurs, le colportage, mais sur les rives du Mississippi. Vous voyez? Et aujourd'hui, si vous allez sur les rives du Mississippi, les principaux monuments historiques sont des monuments barcelonais. Alors évidemment, sur les rives, je vais vous montrer un petit peu. Alors, donc ça c'est l'arrivée, voilà ce qu'ils font, ils partent évidemment sur des bateaux, et ils descendent dans les petits villages faire ce qu'ils faisaient déjà. Alors pourquoi est-ce que cette histoire, en fait, on ne savait pas qu'ils étaient passés par la Louisiane, et tout le monde se demandait, mais qu'est-ce qu'ils sont allés faire au Mexique? Pourquoi? Parce que, comme en Louisiane, ils étaient dans la nature, ils ont investi après, ils ont gagné de l'argent, et ils ont investi dans des plantations. Finalement, ce n'était pas si différent, ils étaient à l'air libre, c'était la nature, et par rapport au Mexique, vous allez voir comme c'était dur, parce qu'au Mexique, c'était pas du tout la nature, c'était être enfermé entre 4 murs devant un comptoir pendant 10 heures ou 12 heures par jour. En fait, ils ne sont jamais revenus de Louisiane. Et on a su très récemment, il y a une trentaine d'années, même moins, 25 ans, qu'en fait, ils étaient passés par la Louisiane. Mais on n'expliquait pas le phénomène, pourquoi ils étaient partis au Mexique. Alors, de la Louisiane, évidemment, ils vont passer au Mexique. Alors voilà la rue de la Nouvelle-Orléans à peu près à l'époque. Et voilà ce qu'ils ont fondé. Vous voyez, moi j'y suis allé. Care, vous voyez le genre de drugstore qui est un monument historique américain sur les rives du Mississippi, qui appartient aux Barcelonais. En haut, vous voyez Donadieu. Et les plantations, Grognard, des plantations qui sont barcelonaises, parce qu'ils ont investi et ils ont fait du commerce et du colportage sur les rives du Mississippi. Bon, alors ce qui est très important, c'est de savoir que le Texas, à l'époque, était mexicain, puisqu'il est devenu américain en 1836, d'accord? Donc, passer la frontière entre la Louisiane et le Mexique, puisque le Texas était encore mexicain, c'était très facile. Et de là, ils arrivent au Mexique, et on est environ quelques années après l'émigration. Alors, entre autres, ils vendent aussi des textiles pour l'armée américaine, et ils arrivent au Mexique. Et voilà, nos frères Arnaud qui arrivent au Mexique en 1820. Alors, 1820, je ne sais pas si ça vous parle, au Mexique, c'est quoi 1820? C'est l'indépendance, par rapport la conclusion de l'indépendance par rapport à l'Espagne, après plusieurs siècles de domination espagnole au Mexique. Les Espagnols vont être expulsés du Mexique parce qu'ils sont mal vus, ils ont dominé le Mexique. Et ils arrivent là, c'est à côté du Zocalo, vous voyez à peu près l'atmosphère qu'ils peuvent trouver. Ils installent un petit magasin. Et ça va aller très bien pour eux, un magasin qui s'appelle les 7 portes, parce qu'en fait il a 7 portes, et ça va aller très très bien pour les frères, les 3 frères. Alors, il y en a un qui reste en Louisiane, et il y en a 2 qui font le voyage, la navette entre la Louisiane et le Mexique. Et ils installent un magasin, ça marche très bien, parce que les Espagnols sont partis, ils ont laissé le champ libre, ils sont arrivés à un moment qui est très favorable, et ce magasin, en fait, bon, ils ont besoin de main-d'œuvre, donc ils font venir des cousins, parce qu'ils disent on a besoin, ça marche bien. Ils vendent des tissus, ils vendent aussi de la mercerie, ils vendent des tissus qui sont mis sur des rayonnages, avec un comptoir, devant un comptoir, et ils font venir donc d'autres personnes, ils écrivent, ils disent on a besoin de main-d'œuvre ici parce que ça marche très bien. Il y a beaucoup d'affaires à faire au Mexique, il y a une grande demande, et c'est leurs employés en fait, leurs employés qui s'appellent Care et Geoffrey, vous avez vu qu'on avait déjà vu le nom de Care sur un des drugstores américains, Care et Geoffrey, reviennent dans la vallée de Barcelonnette quelques années après, avec une fortune considérable, 200 000 francs or. Je ne sais pas si vous imaginez, pour des gens qui vivent pratiquement dans la misère, qu'est-ce que ça représente? Les premiers qui reviennent, alors, contrairement à ceux de Louisiane qui ne reviennent pas, mais Care et Geoffrey, les employés, les premiers Barcelonais qui ont établi leur magasin, reviennent avec 200 000 francs en France. Alors, les gens se disent, mais qu'est-ce qu'on fait ici? On est obligé de partir, c'est fantastique, c'est l'Eldorado.
on va tous devenir millionnaires. Vous voyez, donc c'est au retour des employés des frères Arnault que le mouvement migratoire va se mettre en place et que pratiquement tout le pays va se vider de ses habitants pendant un siècle. Alors, ce qui caractérise l'émigration barcelonaise, contrairement aux autres émigrations, c'est que c'est une émigration qui est très localisée, alors que souvent c'est une région entière qui émigre, c'est-à-dire on dit les Bretons sont partis au Canada sous Jacques Cartier, enfin, etc. Et c'est une émigration normalement qui ne dure pas. Alors que l'émigration barcelonaise, c'est une émigration qui est très localisée, c'est la vallée barcelonaise, et c'est une immigration qui dure très longtemps, c'est-à-dire une centaine d'années, vous voyez, par rapport à tout autre type d'immigration. Alors, alors, pourquoi émigrer? Évidemment, alors j'en ai déjà un petit peu parlé, les terres ingrates, les défrichements, les crues de la rivière de l'Ubaye, et évidemment, ça va être de plus en plus difficile aussi dans la deuxième partie du 19e de faire du colportage. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, il commence à y avoir des routes qui sont quand même dans le meilleur état pour laisser passer des caravanes, des diligences, et il est toujours plus difficile d'accéder, il est relativement plus facile d'accéder dans certains villages où avant on n'avait pas possibilité d'accéder que par des petits chemins muletiers, vous voyez. Donc aussi, les tissus qui vendaient et qui produisaient dans les ateliers à Barcelonnette sont de très mauvaise qualité, et il y a de plus en plus aussi une concurrence de tissus faits à Lyon qui sont de moins chers et de meilleure qualité. Donc ça aussi, ça n'aide pas les Barcelonais pour rester sur place, et ils se disent qu'il faut aussi partir. Vous voyez, c'est la concurrence aussi, le fait du développement des transports à la fin du 19e siècle, qui va faire aussi que on ne s'en sort pas si on vend les produits faits localement, parce qu'il y en a d'autres qui sont moins chers et de meilleure qualité. Vous voyez, ça aussi, c'est encore un thème très actuel. Alors, la concurrence des tissus lyonnais, et évidemment, comme je vous dis, les premiers qui reviennent, les employés des frères Arnault qui reviennent avec 200 000 francs or, et ils se disent, nous aussi, on va y arriver, on va partir à l'aventure et on va faire fortune. Voilà. Alors voilà ici, vous voyez, mon arrière-grand-père. Cette photo est intéressante parce que ça vous donne une idée dans la montagne. Mon arrière-grand-père vivait dans ce village, vous voyez, quand il a émigré en 1883, il s'appelait Marius, et c'est lui le premier qui est venu au Mexique. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est parce que mon arrière-grand-père, étant dans ce village, vous voyez, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? C'est-à-dire, il n'y a que des caillasses, il n'y a rien à faire, quoi. On n'est même pas à Barcelonnette, on est à 20 km de Barcelonnette. Alors l'hiver, je ne sais pas si vous imaginez ce genre de village. Je pense que vous auriez peut-être fait pareil aussi, vous seriez parti aussi en vous disant, je pense qu'il vaut mieux, on a plus à gagner à émigrer et à partir ailleurs. Alors je vous montre ce même village aujourd'hui, vous voyez qu'il a bien changé. Alors évidemment, on fait des très jolies balades aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'arbres, on ne cultive plus rien du tout, mais c'est quand même assez rustique. Vous voyez, c'est pas évident. Alors maintenant, il y a des tas de touristes qui vont l'été, ils sont très contents de restaurer les maisons qui ont été délaissées à l'époque par les Barcelonettes au 19e, alors on les restaure aujourd'hui. Bon, c'est sympa pour aller passer l'été et faire quelques balades dans la montagne, vous voyez, mais si c'est pour assurer une existence à 8 enfants, vous voyez, c'est pas évident. Bon, alors voilà, ici, c'est le registre des départs. En 1883, vous voyez en haut, avec Marius, qui est cultivateur. Évidemment, les 80% des Français étaient cultivateurs à l'époque, ou plus. Et on voit qu'il part pour Mexico, il fait une demande de passeport, et il part pour le Mexique. Alors, quand on part pour le Mexique, évidemment, d'abord, on prend la diligence. Déjà, il faut arriver à Barcelonnette, hein, c'est à 20 km déjà. Donc voilà la ville de Barcelonnette, vous voyez, la rue Manuel, qui n'a guère changé d'ailleurs aujourd'hui. Mais ça vous donne un petit peu, ça c'est la ville déjà, un petit peu, qui n'a rien à voir avec les petits villages. Donc on arrive là, et puis de là, on va aller prendre le train. Parce qu'en 1883, il y a déjà le train qui arrive à Prunières. Alors je voudrais vous lire une petite anecdote d'Anselme Charpenel, qui vit en Mexique. Vous allez voir que je pense que c'est une anecdote, je ne vais pas trop m'étendre, parce que quand même je ne voudrais pas trop vous ennuyer, mais je vais vous lire une anecdote du départ d'Anselme Charpenel pour le Mexique. Alors, voilà. Par un beau, vous allez voir comment ça se passe les départs en 1883. Alors ils ne partent plus à l'aventure, les premiers sont partis à l'aventure, mais en 1883 on ne part pas à l'aventure parce qu'il y a quelqu'un qui vient vous chercher sur place, qui revient du Mexique où ils sont déjà établis
et on vient chercher des neveux, des amis pour venir travailler au Mexique. C'est le cas d'Anselme Charbonnel. Alors voilà ce qu'il raconte. Il dit: par un beau jour ensoleillé de septembre, j'étais occupé à faucher la prairie, à 1 kilomètre environ en amont du village, lorsqu'un promeneur vint m'interpeller. C'était M. Robert, qui était parti au Mexique en 1860, et il était le fondateur d'un grand magasin à Mexico. Et voilà ce qu'il lui dit. Il m'interpella de la façon suivante. Alors il avait 16 ans, le gamin, ou 15 ans. Quel âge as-tu, Pichoun? Pichoun, c'était la voix. Et lui dit: 16 ans, monsieur Robert. Ne veux-tu pas venir au Mexique? Et très joyeux, les yeux illuminés, je n'hésitais pas à répondre par oui. À certains Mussas, c'est-à-dire dans son village, on entendait souvent parler du Mexique. 2 de mes frères y étaient déjà allés depuis 3 ou 4 ans. Alors il raconte son départ. À 6 heures du matin, papa attela le mulet à la jardinière et nous voilà partis du village. J'avais pour tout costume celui des dimanches. Une petite valise en carton contenait mes richesses d'enfant, ainsi qu'un bon casse-croûte pour arriver jusqu'à Paris. Vous imaginez, ils n'étaient jamais sortis de la vallée, hein, ils ne connaissaient rien. À 9 heures, nous arrivions à Barcelonnette, à 20 km de Certa-Mussa, et la diligence se dirigeait vers la gare de Prunières. Vous voyez la route pour aller vers la gare de Prunières. La diligence se dirigeait vers la gare de Prunières à 40 km et devait partir à 9h30. Papa me fit alors ses dernières recommandations, j'ai surtout retenu celle-ci. Picho, je ne te reverrai peut-être plus, mais rappelle-toi bien ceci. Un homme doit être honnête. Sois toujours soumis et obéissant à tes supérieurs. Souviens-toi des principes religieux de ta mère. D'un geste rapide, il sortit de sa poche une dernière monnaie de 20 francs qu'il me tendit en disant la gorge serrée et la voix tremblante. Prends encore cela, l'argent retourne, mais des fois les enfants ne reviennent pas. Vous voyez? C'est-à-dire que quand ils partent, ils pensent, c'est pas comme aujourd'hui, on prend l'avion, etc. C'est à des milliers de kilomètres, le voyage dure 3 mois. Or, le voyage dure 3 mois dans les années, quand c'est encore la navigation à vapeur, pour arriver au Mexique, en passant par la Havane. Après, à la fin du 19e siècle, il sera réduit à 3 semaines. Mais quand même, quand on est dans les années 1850, c'est 3 mois de voyage. Et quand, après, le train sera construit entre Veracruz et Mexico dans les années 1870, mais quand on arrive à Veracruz après 3 mois de voyage, c'est encore 1 semaine à dos de mulet. Vous voyez? Alors évidemment, il est évident que c'est pas comme aujourd'hui où on dit tiens, je vais passer quelques vacances d'1 semaine et revoir mes parents. Quand ils partaient, c'était pratiquement pour la vie, et s'ils revenaient, quand ils revenaient souvent, parfois quand ils revenaient, les parents étaient morts. Vous voyez, ils revenaient 10-15 ans après parce qu'ils n'avaient pas de quoi revenir. Ils partaient sans un sou, ils n'avaient pas d'argent. Donc, c'était quitter son pays natal pour toujours et peut-être ne jamais revoir ses parents. Donc, je trouve que cette anecdote est quand même intéressante parce que le père, il a la gorge serrée, il donne une pièce de 20 francs à son père, à son fils, et il lui dit l'argent revient, mais peut-être les enfants ne reviennent pas. Et effectivement, je crois qu'il n'a jamais revu ses parents. Vous voyez la dureté de l'imitation. Alors, ensuite, donc les voilà partis en diligence vers Prunières, vers la gare. Ça vous donne une idée des départs à l'époque. Et alors, bon, là, c'est les routes qui sont déjà un petit peu mieux à certains endroits parce qu'on approche déjà des endroits plus civilisés. Et voilà, arrivé à la gare de Prunières, où pour la première fois, ils vont prendre le train, quelque chose dont ils ont entendu parler, mais ils ne savent pas du tout ce que c'est. Alors, ils appellent ça le train. Il dit qu'il arrive à Prunières. Et alors, à Prunières, la première chose que je vis fut un grand monstre tout noir qu'on appelait autour de moi le train. Vous voyez? Bon, alors, pour vous imaginer ce que ça pouvait être représenté, donc, arriver à Prunières et voir le train pour la première fois de sa vie. Voilà donc l'arrivée de la diligence à Prunières, et de là, le train vers Paris. Alors, à Paris, ils vont arriver à l'hôtel des étrangers, où ils vont trouver d'autres compatriotes, parce que souvent, dans les années 1880, ils ne partent pas seuls. Ils se retrouvent à l'hôtel des étrangers, et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va leur acheter un trousseau, parce qu'ils ne peuvent pas débarquer au Mexique avec des sabots et avec leur habit de paysan, parce qu'au Mexique, ils vont être dans un magasin, ils vont travailler dans un magasin, il faut qu'ils aient un costume. Donc, leur patron qui va les employer leur avance de l'argent
d'abord pour payer le billet de bateau en 3e classe, d'accord? Je ne sais pas si vous avez vu le Titanic, ce que c'est en 3e classe. Et en même temps, à Paris, on va leur acheter un trousseau, c'est-à-dire d'un minimum de vêtements qu'on va déduire après de leurs appointements, d'accord? Pour qu'ils arrivent déjà habillés correctement pour s'occuper de la clientèle au Mexique. Alors, ils sont de là, ils restent à l'hôtel, donc à Paris. Une fois qu'ils sont à Paris, on les amène à Saint-Nazaire. Et à Saint-Nazaire, ils prennent le bateau qui, comme je vous ai dit, à la fin du 19e, là, si on est en 1883, à l'époque de mon grand-père, le voyage ne dure que 3 semaines. Mais quelques années auparavant, c'était encore 3 mois. Donc là, évidemment, voyage en 3e classe, comme vous pouvez voir. Voilà les migrants qui partent. Vous voyez, c'est encore un thème d'actualité. Hein, c'est plus en 3e classe. Maintenant, c'est peut-être sur la Bestia qui va aux États-Unis. Mais on est c'est à peu près le même genre. Alors, enfin, ils arrivent à Veracruz, et de là, bon alors évidemment, ils arrivent dans un pays complètement inconnu, une langue inconnue, il va falloir qu'ils apprennent à parler espagnol, il va falloir qu'ils se familiarisent avec le pays. C'est pas évident d'arriver comme ça et de rien connaître dans un pays complètement différent. Et voilà, donc ils prennent le train qui existe donc entre Mexico et Veracruz depuis les années 1870. Et on arrive donc dans la jolie gare de Mexico, à Buena Vista, qui malheureusement a été démolie, qui était une gare magnifique. Et là, il y a quelqu'un qui va les attendre pour les amener dans leur magasin, voilà, ça c'est mon grand-père, donc mon arrière-grand-père, donc qui débarque en 1883 à Mexico, qui venait de Morin, que je vous ai montré tout à l'heure, et il débarque dans la ville de Mexico. Alors, ça c'est un plan à peu près de cette époque. Vous voyez que la ville de Mexico, c'était 300 000 habitants à l'époque. C'était pas 25 millions d'habitants, c'était 300 000 habitants. C'est-à-dire ce qui correspond aujourd'hui au centro historico. Vous voyez la cathédrale là-bas, et ils vont s'installer. Les premiers magasins s'installent d'ailleurs juste en face de la cathédrale. C'est là qu'on va retrouver tous nos Barcelonais. Alors, qu'est-ce que sont ces magasins? C'est comme je vous l'ai dit, je vais vous montrer. Alors voilà l'atmosphère, évidemment, la cathédrale, il y avait un joli parc au milieu, avec les stations des tranvías de Mulitas, vous voyez, et c'est à peu près le panorama qu'ils vont avoir de leur magasin, c'est-à-dire, bon, une place qui n'est pas comme aujourd'hui, la plancha del Zócalo, complètement déserte, mais à l'époque il y a des arbres, c'est quand même assez joli, et voilà, alors ça vous donne une idée de l'atmosphère qu'ils trouvent à Mexico. Voilà, sous les portales, vous voyez, ça vous donne un petit peu, ça vous met un petit peu dans l'ambiance. Et voilà, alors là nous sommes sur le Zócalo, et tous les magasins, on est en 1895, tous les magasins sont barcelonais. Vous voyez? Alors, nous avons la Ciudad de México, le Correo Francés, la Valenciana, El Progreso et las Fábricas de Francia. On ne peut pas les placer. Aujourd'hui, cette partie-là n'existe pas parce que tout ça a été démoli en 1934 pour ouvrir l'avenue de 20 de Noviembre qui débouche sur la cathédrale. Et à droite, vous voyez, c'est la mairie de Mexico qui a été surélevée de 4 étages. Donc on retrouve ici tout le Barcelonais. Alors, donc je vous disais, les magasins, c'est des locations de maisons coloniales. On loue l'étage, le rez-de-chaussée. Et les employés vont évidemment être logés au premier étage. Pas question d'aller ailleurs. C'est-à-dire que tout le monde, on vit sur le lieu de travail. Ils sont logés au premier étage, ils sont logés, nourris, blanchis, oui. Évidemment, ils n'ont pas d'argent, donc on va tout ça le noter sur un registre. Et en même temps, chose incroyable, c'est qu'ils ne savent pas combien ils vont gagner. Aucune idée de ce qu'ils vont gagner. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, le salaire des employés. D'abord, les premiers mois, il peut y avoir 3 mois jusqu'à 6 mois où déjà on n'est pas payé. On n'est pas payé du tout parce qu'on considère que vous ne savez rien faire, que vous êtes là pour apprendre à travailler, et c'est déjà bien qu'on vous ait pris pour vous enseigner le métier. Donc pendant 6 mois, rien. Mon arrière-grand-père, au bout de plusieurs mois de travail, on lui avait donné une pièce de 5 pesos, et encore on lui avait dit qu'il ne les avait pas mérités. Vous voyez? Donc des débuts extrêmement difficiles. Des gens qui sont partis de leur village, qui ont laissé leur famille pour arriver et qui travaillent pendant des mois, on ne les paye pas. Après quelques années, alors en plus ils couchent sur le comptoir. On couche sur le comptoir, les dernières arrivées couchent sur le comptoir parce que en haut,
les chambres, les dortoirs d'en haut du premier étage sont réservés à ceux qui ont déjà quelques mois et un peu plus de temps dans le magasin. Et évidemment, il faut apprendre l'espagnol, il faut apprendre à traiter avec la clientèle, il faut apprendre la monnaie, comment fonctionne la monnaie mexicaine, comment réagissent les Mexicains quand ils achètent, qu'est-ce qu'ils aiment qu'on leur dise, etc. Donc il faut tout un apprentissage, et c'est pour ça qu'on ne les paye pas pendant un certain temps. Et même après, le salaire des employés va être déterminé par les bénéfices qu'a fait le magasin l'année précédente. Alors si le magasin n'a pas de bénéfices, vous n'êtes pas payé, parce qu'il n'y a pas d'argent pour vous payer. Par contre, si le magasin a fait de bons bénéfices, on va diviser le bénéfice en fonction des employés. Okay? C'est comme ça que ça fonctionne, et ce n'est pas non plus des sociétés anonymes, c'est des contrats sociaux entre associés qui durent 5 ans, et au bout de 5 ans, il y a des associés qui partent, des associés qui ont accumulé un petit pécule dans le magasin et qui vont dire « moi j'ai accumulé tant d'argent, un petit peu d'argent », parce qu'évidemment, bon, alors, si je vous dis si le magasin normalement vend bien, ce qui est le cas, vous avez un petit salaire. Alors le salaire, au début, c'est pas énorme, hein, c'est 50 pesos par mois, de quoi s'acheter 1 ou 2 costumes. Voilà. Une paire de chaussures vaut 25 pesos, vous pouvez vous acheter, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Donc les débuts sont très très difficiles, il faut trimer pendant une dizaine d'années, et pour accumuler un petit capital. Dès que vous aurez un petit capital, vous pourrez entrer dans le capital du magasin, et alors là, ça sera beaucoup mieux, parce que là, vous aurez une participation au bénéfice. Mais pendant 10 ans, on en bave, au moins 10 ans, on en bave, alors après, ça va beaucoup mieux. Après, l'ascension est fulgurante. D'accord ? Donc, voilà, alors voilà le Zócalo en haut, vous voyez, le Zócalo est en haut à droite, et je vous ai mis en jaune tous les magasins déjà qui, en 1883, sont déjà barcelonettes, sont déjà installés. Vous voyez qu'il y en a déjà pas mal. Vous avez la Francia Marítima, vous avez Manuel, vous avez le Puerto de Veracruz, Signoré Bourjac, vous voyez, c'est là où arrive pour travailler mon grand-père, vous avez Chauvet, vous avez Olivier, vous avez Ébrard. Ébrard, qu'est-ce que c'est? Vous savez, la marque Ébrard, Jean-Baptiste Ébrard, c'est la marque du Liverpool. Donc c'est le premier Liverpool, okay, qui est déjà installé en 1883. Alors vous allez voir ce que c'est que le Liverpool à l'époque. Alors ça c'est le magasin où arrive mon arrière-grand-père pour travailler, qui s'appelle le Puerto de Veracruz. Vous voyez au premier étage, ça dit Cajón de Ropa, et au premier étage vous voyez les employés dans leur chambre. Et alors, évidemment ces employés, donc ils ne sortent pas du tout, ils travaillent 12 heures par jour. C'est pas comme aujourd'hui où on a le week-end on part se balader, etc. Pas question. On a uniquement un dimanche sur 3 pour aller visiter les environs de Mexico pour sortir. Pourquoi? Parce que les autres dimanches, il faut que quelqu'un garde le magasin au cas où il y a des gens qui veulent voler. Puis en même temps, il n'y a pas que ça non plus. C'est qu'aussi, il faut ranger l'arrivage de la marchandise qui arrive dans l'arrière-cour, et il faut les mettre dans les rayonnages, les pièces de tissu, il faut épousseter pour que le lundi matin, quand le magasin va ouvrir, que tout soit impeccable, tous les tissus soient rangés à leur place, etc. Donc, un dimanche sur 3, mon arrière-grand-père, donc là, sa seule distraction, pour vous donner une idée, Marius, il allait à l'Alameda, donc ce jour-là, écouter les musiciens de l'Alameda. Alors l'Alameda, elle était un peu plus loin, c'était l'Alameda de Santa Maria, c'est pas l'Alameda d'aujourd'hui, c'est une autre Alameda, où il y a le kiosque mauresque que je vous conseille d'aller visiter. Et il allait écouter les musiciens, et il allait à pied, le matin, et il revenait en tram qui lui coûtait 1 centime. C'était sa seule dépense. Alors il est évident qu'au bout d'un moment, comme vous n'êtes pas marié, pas question de se marier, on vient travailler, on ne vient pas pour se marier, avoir des enfants, etc. Donc pas de femme, pas d'enfants, aucune distraction, aucun besoin de rien du tout, parce qu'on ne va pas sortir pour acheter ni des ordinateurs, ni des téléphones portables, ni aller faire les magasins, pas du tout, puisqu'on travaille. D'accord? Donc il est évident qu'au bout d'un moment, c'est pas que c'est facile d'accumuler un petit peu de capital. Vous voyez? Donc mon arrière-grand-père faisait ça, et puis les autres aussi, c'est pareil. Il y avait un Barcelonais qui a dit qu'en 10 ans, il était sorti 3 fois. Parce qu'en fait, parfois, même, il avait connu un petit peu les environs de Mexico 3 fois en 10 ans. Pour vous donner une idée.
Bon, alors, voilà, donc ici, ça c'est une facture du magasin. Vous voyez, ça vous donne une idée des portes. Je vous parlais du premier magasin barcelonais qui avait cette porte. Bon, celui-là, il en a deux. Vous voyez les grandes portes, là, avec les vitrines. Et le magasin où a travaillé mon arrière-grand-père. La facture est de 1883. Alors, ça c'est le centre-ville. Bon, c'est un aspect du centre-ville. Et voilà ce que je vous disais, le comptoir. Vous voyez, voilà un magasin barcelonais typique, c'est-à-dire un grand comptoir avec tous les employés barcelonais qui sont derrière. Alors il y en a quelques-uns, il y en a pas mal. Et les rayonnages, où on met les tissus. Voilà. Et on attend les clients qui arrivent. Alors évidemment, ceux qui ont déjà un petit peu d'expérience, ils savent c'est à qui vend le mieux, etc. Alors pour bien réussir, il ne fallait pas être uniquement employé du magasin. Il fallait aussi voyager, c'est-à-dire aller faire le colportage, on va dire, c'est-à-dire aller vendre en province. Parce que quand on voyageait en province, ça voulait dire c'était le commerce de gros, parce que c'était le commerce de détail, mais il y avait aussi le commerce de gros, c'est-à-dire aller vendre de la marchandise à d'autres magasins en province, qui avaient besoin aussi de marchandises dans les villages. Donc là, quand on allait voyager en province, on était payé à la commission et on avait l'occasion de gagner plus d'argent. Tandis que quand on était uniquement employé dans le magasin, on n'avait que son salaire mensuel, qui n'était pas très élevé, comme je vous l'ai dit. Donc, quand on avait la possibilité de voyager, on arrivait à gagner plus d'argent plus vite. Et peut-être arriver à faire fortune si on investissait dans son capital dans le magasin et peut-être accomplir son rêve, c'est-à-dire se retirer à l'âge de 40 ans, revenir à Barcelonnette, se marier avec une fille du pays et vivre de ses rentes. Voilà le rêve des Barcelonais. Okay, donc voilà un typique magasin qui vous donne exactement, ils étaient tous sur ce modèle. Alors de ces magasins en 1900, je vous donne une idée comment ça a grandi, parce que, alors je vous dis combien il y en avait au départ. Au départ, il y en avait, j'ai noté ici le chiffre, il y en avait donc au début du 19e siècle, il y en avait 3 ou 4, mais après ça a grandi. Donc on est arrivé en 1910 où il y avait 250 magasins de ce type dans le Mexique. Donc environ 150 magasins comme ça à Mexico qui étaient tous barcelonais. Vous voyez à quel point le commerce barcelonais est devenu important au Mexique. Okay, exactement, alors je n'ai plus les chiffres, mais enfin peu importe, je ne sais pas où je les ai mis. Et en tout cas, on est arrivé dans les années, voilà, en 1850, il y avait 9 magasins. Sous Maximilien, en 1864, il y en avait 45 dans tout le Mexique, dont 12 à Mexico et 33 en province. Et sur le Porfiria, sur Porfirio Diaz, entre 1890 et 1910, d'abord 150 magasins en 1890 et 250 en 1910, dont 143 au Mexico. C'est-à-dire que les magasins barcelonais représentent le 80% du total des magasins de détail de tissus du Mexique. Vous voyez? Voilà. Donc, alors ici, je voudrais quand même j'aurais voulu vous lire la nostalgie. Alors, évidemment, ces jeunes qui sont là, qui travaillent des sol à sol, comme on dit à Mexico, évidemment, ils ont la grande nostalgie du pays. Alors, ils écrivent à leurs parents et ils leur disent « Mais racontez-moi un peu, est-ce que le printemps est arrivé dans la vallée de Barcelonnette? J'imagine que les colchiques sont sortis dans les prés. Et puis, racontez-moi, est-ce que la jument, elle a eu des petits? Est-ce que vous avez rentré les moutons? Est-ce que l'herbe a bien poussé ?» Vous voyez, ils ont la nostalgie de ce qui se passe dans leur village natal. Ils sont tellement déracinés, ils vivent dans une atmosphère tellement différente que pour eux c'est très très dur. D'accord? Voilà, alors c'est Léon Martin, je ne vais pas vous le lire parce que ça serait trop long, mais Léon Martin, il est nostalgique et il regrette d'être venu au Mexique. Il a dit « Mais qu'est-ce que je suis venu faire ici? C'est tellement dur. » Bon, alors après évidemment, quelques années ça va être moins dur parce qu'ils vont quand même. Ça va aller mieux. Plus les années passent, plus ils vont accumuler un petit capital et plus ils vont pouvoir participer aux bénéfices du magasin. Alors vous voyez, donc je vous parlais de la nostalgie de la Cher-Vallée. Voilà une vue de la vallée actuellement avec les moutons. Ça n'a guère changé par rapport au XIXe siècle. D'accord? Les ânes, vous voyez, ça c'est des photos que j'ai prises il y a 2 ou 3 ans. Et le genre de ferme aussi qu'on retrouve aujourd'hui, alors évidemment un peu en ruine,
avec les toits en mélèze. Le mélèze, c'est l'arbre, c'est le genre de pin qui perd leurs aiguilles en hiver, et dont il reste encore quelques fermes plus ou moins abandonnées aujourd'hui. Vous voyez, les chamois, évidemment, qui sont dans les hauteurs, et ils vont parfois chasser le chamois aussi pour agrémenter un petit peu le quotidien. Alors voilà le four à pain, vous voyez, qu'on retrouve encore aujourd'hui dans certains... c'est pour vous montrer un petit peu comment on habitait. Alors ils ont la nostalgie de tout ça, alors qu'ils connaissent plus ça du tout. Ils sont entre quatre murs avec la lampe à pétrole ou peut-être la lampe électrique en 1900, et vous voyez, ils ne sortent pas, et c'est pas évident quand on s'imagine comme ça dans sa tête tout ce qu'on vient de voir, la belle vallée, la nature, etc. Voilà aujourd'hui, alors vous voyez que c'est beaucoup plus boisé. Tout ça, si on voit il y a un siècle, il n'y avait pas du tout d'arbres, il n'y avait que de la caillasse et des pierres. Mais ça a été reboisé. Après, il y a eu toute une politique de reboisement à la fin du 19e. Alors là, je vous parlais de mon arrière-grand-père qui allait le dimanche écouter les musiciens à l'Alameda. Alors j'ai trouvé une carte postale, vous voyez, pour vous donner une idée de ce que ça pouvait être, la distraction du dimanche, aller à l'Alameda, ou bien aller... alors ça, c'était au port de Mexico, c'était l'octroi, c'est-à-dire là où on payait les droits de passage pour acheminer les marchandises. Vous savez, comme il n'y avait pas de route, ni de transport, aucun transport, on acheminait depuis Xochimilco jusqu'au centre-ville toutes les marchandises en bateau. Donc ça, c'était l'octroi qu'on payait à l'entrée de la ville de Mexico. Vous voyez, alors l'entrée de la ville de Mexico, comme vous avez vu, c'est le centre historique d'aujourd'hui. Donc tout ça a évidemment disparu, maintenant tout ça est englobé dans la ville, c'est à Iztacalco. Et voilà à peu près ce qu'était. Alors, si vous voyez cette photo en bas, je vous ai mis la même photo aujourd'hui en bas, c'est exactement le même endroit. Voilà ce que ça donne aujourd'hui, et c'était ça en 1900. Donc ils allaient aussi faire du canotage les dimanches, de temps en temps ils pouvaient, sur le canal de la Viga qui allait jusqu'à Mexico, d'où on acheminait les marchandises. Alors, vous savez qu'il y avait une quantité d'embarcations, hein, parce qu'on amenait aussi bien les produits, les matériaux de construction, on amenait évidemment toutes les denrées alimentaires, etc. C'était tout fait en bateau. Il y en avait jusqu'à 350, il y avait même des petits bateaux à vapeur qui arrivaient jusqu'à la ville de Mexico. Vous voyez, alors tout ça, évidemment, on a du mal à l'imaginer aujourd'hui. Alors voilà ici aussi, si on était un peu plus téméraire, on pouvait aller jusqu'à San Ángel. San Ángel, c'est un petit village très éloigné de la ville de Mexico, mais ça vous donne une idée en tram pour aller à San Ángel. Aujourd'hui, c'est complètement englobé dans la ville, mais pour que vous imaginiez ce que c'était que Mexico à l'époque. D'accord? Puisque je vous dis, il y avait 300 000 habitants. Alors, je vous ai parlé comment réussir et faire fortune. Il fallait aussi essayer d'aller vendre dans les villages, dans d'autres villages, le commerce de gros du magasin, et pas uniquement vendre à ceux qui venaient dans le magasin. Il fallait soi-même sortir et essayer d'aller vendre ailleurs. Alors voici un des Barcelonettes avec ses malles qui va aller partir pour 3, 4 ou 5 mois hein, dans les villages. Et parfois, il y a des bandits. C'est pas évident, puis on vous paye en monnaie argent, c'est pas comme aujourd'hui, on vous donne un chèque et on risquait de se faire attaquer à tout bout de champ, donc il fallait dormir aussi à la Belle Étoile, c'était pas non plus évident. Et alors donc nos voyageurs qui vont à Monterrey, à Acapulco, vous voyez ce qu'était Acapulco à l'époque, Uruapan ou Torreón. Voilà. Alors on va retrouver souvent dans toutes ces petites villes les mêmes noms des magasins qui sont à Mexico. On va retrouver des Puerto de Liverpool, par exemple à Morelia, il y a un Puerto de Liverpool, ce n'est pas du tout une succursale du Puerto de Liverpool de Mexico, c'est qu'un ancien employé qui a travaillé au Liverpool à Mexico va parfois s'installer lui-même, il a déjà gagné assez d'argent, il se dit je vais me mettre à mon compte et je vais créer mon propre magasin, je vais lui mettre le même nom que le magasin où je travaillais à l'origine. Et votre patron du magasin vous avez travaillé, va vous prêter de la marchandise et va vous faire crédit pour que vous vous installiez à votre compte. Alors là, évidemment, ça va beaucoup mieux, parce qu'on est à son compte, on est son propre patron, et évidemment, on va gagner parce qu'il y a quand même une croissance qui n'est pas la croissance, les croissances d'aujourd'hui, il y a des croissances peut-être de 15-20% par an, ou de 10% minimum, et évidemment, quand les affaires marchent bien, alors là, on commence vraiment à aller très bien et on peut faire fortune. Mais faire fortune, ça veut dire que c'est peut-être 4 ou 5% de ceux qui ont émigré, des 4 000 émigrants qui aujourd'hui, d'ailleurs, sont 40 000 descendants par seconde. Voilà.
Alors là, je vous montre ici la magasin. Alors, tous ces magasins, évidemment, qui sont dans des villes, dans des petites maisons coloniales, vont grandir à la fin du siècle. À la fin du siècle, ça va devenir des grands magasins, comme à Paris, les Galeries Lafayette, ce que va être le Liverpool aujourd'hui, le Palacio de Hierro, parce que ces magasins, en 1890, dans les années 1900, ça ne va plus être des petits magasins avec des comptoirs, ça va devenir le grand magasin. Alors là, c'est le magasin de mes arrières, où a travaillé mon arrière-grand-père, qui est d'ailleurs au milieu de la photo, et vous voyez que lui a racheté les parts de tous ceux qui se sont retirés au cours du temps, et il va finir par devenir son propre patron, et alors là, la réussite va être assez extraordinaire. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde, parce qu'il a eu la persévérance, et il a eu de la chance aussi, parce qu'il était bien vu de son patron, il a voyagé, et en même temps, il y a autre chose, c'est que quand vous partiez pour faire la guerre en Europe en 1914, souvent, le patron, lui, ne pouvait pas partir, mais vous, employés, quand la guerre a été déclarée en 14, tout le pays s'est vidé, parce qu'il fallait aller défendre la patrie, et souvent, votre patron vous a reconnu 4 ans de salaire pendant que vous faisiez la guerre. Et là aussi, imaginez un peu c'est ce qui est arrivé à mon grand-père paternel. Quand il est allé faire la guerre, son patron, lui, n'avait pas pu aller faire la guerre. Et donc, quand il est revenu, il lui a dit, écoute, je reconnais que tu as été un vaillant défenseur de la patrie, parce qu'il a eu la chance de revenir, il n'a pas été casé ni tué. Donc, il lui a reconnu 4 ans de salaire. Vous imaginez que ça aide aussi pour devenir, à l'âge de 40 ans, se retirer et pouvoir être rentier. Alors, donc, voilà ce que je vous dis. Et donc, il y a des magasins, on retrouve les mêmes magasins avec les comptoirs au départ, avant que les magasins grandissent. Parce que dans la province, il reste longtemps encore des petits magasins. Vous voyez, à Tampico, la Strada de Casefrancia, le Puerto de Veracruz à San Luis Potosí, qui reprend la même enseigne de celui qui est à Mexico, ou la Ciudad de Londres à Léon, qui reprend l'enseigne d'un magasin à Mexico. Mais ce n'est pas parce que c'est des succursales, c'est parce qu'ils ont travaillé dans des magasins. Donc, alors, je vous ai mis l'empereur Maximilien, dont vous avez certainement entendu parler, parce que à l'époque, donc il a été empereur du Mexique, envoyé par Napoléon III en 1863-67. Alors à cette époque, il y a un phénomène très intéressant qui se produit, c'est-à-dire que Napoléon III décide d'envoyer Maximilien empereur au Mexique pour faire un contrepoids aux États-Unis. Ils vont imposer un empereur catholique et faire un espèce de contrepoids aux États-Unis qui commence à devenir pas très puissant, mais qui commence qu'on imagine devenir plus puissant. Alors donc c'est intéressant parce que le fait d'avoir envoyé Maximilien au Mexique, il faut le soutenir, il faut envoyer des troupes, et le coût du transport entre l'Europe et le Mexique va énormément diminuer. Il va diminuer de 90%. C'est-à-dire qu'acheminer les troupes, comme il y a des allers-retours constants à cette époque, le prix du transport devient pratiquement nul. C'est-à-dire qu'il baisse pratiquement de 90%. Et s'il baisse tellement, qu'est-ce que vont faire les magasins? Au lieu d'acheter des produits de mauvaise qualité, ils vont aller s'approvisionner en Europe, créer des maisons d'achat à Paris, à Londres, à Manchester, etc., pour envoyer de la marchandise qui va être vendue au Mexique. Voyez? Donc le coût du transport qui baisse énormément favorise tout un ensemble de produits d'importation au Mexique. Alors, sous Porfirio Díaz, qui vient après la chute de Maximilien, le mouvement barcelonette, le développement du commerce, et surtout le développement du pays, parce que qu'est-ce que veut faire Porfirio Díaz pour le Mexique? Il veut que le Mexique devienne un pays moderne, il développe énormément les chemins de fer, il veut que le pays s'industrialise, que le pays soit prospère à l'égal de l'Europe. Et donc, alors évidemment, tout n'est pas parfait, évidemment, quand on est c'est quand même une dictature, il ne laisse aucun opposant arriver au pouvoir pendant 30 ans, et il délaisse aussi beaucoup les campagnes, ce qui provoquera sa chute 30 ans après, en 1910, et la révolution mexicaine. Mais Porfirio Díaz va beaucoup aider les Barcelonais parce qu'il veut que le pays se développe commercialement et dans l'industrie. Son ministre des Finances, Limantour, qui est d'origine française, pour la première fois va avoir un budget équilibré, alors que tout le 19e siècle, on est à la fin du siècle, tout le 19e siècle, il n'y a eu que des déficits et des déficits, et pour la première fois, on a un budget équilibré au Mexique, ce qui à peu près, je crois qu'on n'arrivera pratiquement plus à.
voyez, donc c'est une époque quand même assez prospère, et nos Barcelonaises vont être favorisées par cette politique du président Porfirio Díaz. Alors, se produit un autre phénomène intéressant, c'est-à-dire que au Mexique, vous savez que le Mexique est un grand producteur d'argent. Encore actuellement, vous savez que c'est encore le premier producteur d'argent au monde, alors qu'en Europe, quel est l'étalon qui prévaut en Europe? C'est l'étalon or. C'est-à-dire que les marchandises qu'on achète en Europe sont payables en or, et le Mexique produit de l'argent. Qu'est-ce qui se produit à la fin du siècle? C'est-à-dire que les méthodes d'extraction de l'argent permettent d'extraire beaucoup plus d'argent, et en fait, l'argent se dévalue. Donc, il faut, pour nos Barcelonaises, payer de plus en plus de monnaie argent pour acheter des marchandises en or en Europe. Je vous ai dit qu'avec sous Maximilien, ils avaient commencé à importer beaucoup de marchandises au Mexique. Mais à la fin du siècle, l'argent se déprécie beaucoup, et il faut chaque fois payer de plus en plus d'argent pour acheter des produits en or. D'accord? Vous me saisissez. Donc, ça provoque quelque chose de très important, c'est-à-dire que vont faire nos Barcelonais, ils vont se dire, on ne va plus importer des produits d'Europe, on va produire sur place. Donc, on va créer, après avoir été des commerçants, on va créer l'industrie textile au Mexique. On va fonder l'industrie textile qui avait déjà en partie été initiée par les Espagnols. Alors, soit on va récupérer les usines qui avaient été fondées par des Espagnols, et surtout, on va en créer de nouvelles gigantesques. La plus grande industrie textile d'Amérique latine va être créée au Mexique, et c'est peut-être la plus grande industrie textile du monde, c'est-à-dire Rio Blanco. Alors, pour ça, il faut d'énormes capitaux pour créer une industrie textile. Alors, vous voyez ici l'usine de Rio Blanco qui est inaugurée en 1992, 17 hectares, vous voyez. Alors, évidemment, créer une industrie textile à l'époque, ça veut dire loger ses ouvriers, parce que si on n'a pas les ouvriers sur place, la question il n'y a pas de voiture ni de transport en commun pour qu'ils viennent travailler, ils n'arriveraient jamais. Donc, l'usine de Rio Blanco, qui est créée par un groupe de Barcelonaises qui se mettent d'accord, c'est pas un Barcelonais, c'est plusieurs Barcelonaises, mais parfois il y a des familles aussi qui ont jusqu'à 6 usines textiles dans une famille, ou 5 usines textiles, d'accord? Et ils créent l'industrie parce qu'on va approvisionner les magasins avec ce qui va être produit sur place. On va essayer de se passer des produits importés d'Europe, et on va créer sur place ce qui paraît beaucoup plus intéressant. Alors, ces industries marchent très bien au départ, parce que c'est tout nouveau, et il y a quand même une demande qui est quand même importante. Et donc, évidemment, tout ça est favorisé par Porfirio Díaz, qui va donner des tas de facilités pour importer des machines qui ne vont payer aucune taxe, parce qu'il n'y a pas de machines textiles au Mexique. Il va augmenter les droits de douane jusqu'à 135% pour protéger l'industrie mexicaine et pour éviter qu'on importe des tissus d'ailleurs, parce qu'il dit, qu'est-ce qu'il faut, moi qu'est-ce que je veux, c'est industrialiser le pays, et c'est en fait produire sur place, et ne pas permettre qu'il y ait des produits importés qui arrivent d'ailleurs pour favoriser, pour donner du travail aux Mexicains. Alors vous savez combien il y a d'ouvriers dans cette usine? 3000 ouvriers, vous allez le voir. Alors vous voyez, quand on crée une usine, il faut créer, c'est pas n'importe quoi, il faut créer toutes les maisons autour. Alors il y a 1200 maisons. Et l'église, qui a d'ailleurs été copiée de la ville de Barcelonnette, oui. Et en même temps, il y a alors vous voyez l'importance du train, voilà l'usine avec sa cheminée, et voilà les ouvriers à la sortie de l'usine. Alors, cette usine donc de Rio Blanco est donc, comme je vous dis, gigantesque. Elle est, je crois que, alors on m'a dit que c'était ça c'est sûr que c'était la plus importante de toute l'Amérique latine, de toute l'Amérique, même inclus les États-Unis, et on m'a même dit que pratiquement du monde entier, c'est-à-dire c'est un truc gigantesque. On n'a pas vu petit. Alors évidemment, alors, c'est à Orizaba. À Orizaba, elle existe encore, hein, c'est monument national aujourd'hui. Et d'ailleurs, le propriétaire précédent a été mis en prison, car c'est monument national et il a voulu faire des transformations, il n'avait pas le droit, et il a été en prison. Donc, ça existe encore, mais c'est pas en ruine. Hein. Aujourd'hui, il n'y a plus rien du tout, on ne produit plus rien. Alors, donc, exemption d'impôts pour créer l'usine,
Colonnes de fonte et charpentes métalliques qui sont importées de Belgique et de France, parce qu'évidemment, il n'y en a pas ici. Ingénieurs européens. Et Porfirio Diaz vient inaugurer l'usine en 1892 avec plein de ministres et des personnalités qui, évidemment, sont en relation avec nos Barcelonais, qui sont extrêmement prospères. Donc les droits, comme je vous disais, des droits tarifs douaniers qui empêchent d'importer aucune marchandise d'Europe, et pour protéger évidemment l'industrie mexicaine. À côté de ça, alors voilà, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez la concentration des métiers à tisser, vous voyez, il y a 1700 métiers à tisser, 3700 pardon, métiers à tisser à Rio Blanco, je ne sais pas si vous voyez les conditions de travail, et le peu d'espace qu'il y a pour travailler. C'est-à-dire que c'est des conditions extrêmement dures. Alors les ouvriers sont payés 1 peso par jour, c'est-à-dire que 6 pesos, je ne sais pas si vous imaginez, ça n'est pas beaucoup. Et non seulement ils sont payés 1 peso par jour, c'est-à-dire 6 pesos dans la semaine, mais il y a toute une série d'amendes et de peines, c'est-à-dire que s'ils discutent avec leurs voisins, amende, on vous diminue votre salaire. Si vous avez rigolé avec votre voisin, amende et le salaire est diminué. Si vous avez fumé, amende. Si vous avez dormi ou fait la sieste sous le métier à tisser, c'est une amende. Et finalement, à la fin, ils n'ont plus rien. Voilà à peu près les conditions dans lesquelles on travaille. Donc, alors, par contre, il faut replacer un petit peu dans son contexte les conditions de travail. Alors, les conditions de travail, on travaille 14 heures par jour. Et travaillent aussi les femmes et les enfants, bien sûr, les enfants de 10 ans, 12 ans. Mais en France, c'était pas beaucoup mieux. S'il y a une loi en 1892 en France qui vient d'être instaurée, justement l'année de l'inauguration de Rio Blanco, et en France, la loi de 1892 instaure la semaine de 72 heures. Vous voyez que c'est pas non plus, il faut replacer toujours les choses dans le contexte de l'époque, c'est-à-dire 72 heures en France, par une loi, soit 11 heures par jour pour les femmes et les enfants, et 12 heures par jour pour les hommes, avec un jour de repos. Vous voyez, on n'est pas si mal que ça. Donc, bon, alors à côté de ça, évidemment, les ouvriers payent pratiquement rien les loyers des maisons qu'on leur fournit, c'est-à-dire qu'ils payent 0,75 pesos, 75 centimes de loyer par mois. Vous voyez, bon, alors c'est ce qu'on appelle le paternalisme, c'est-à-dire qu'on loge pratiquement gratuitement les ouvriers, on les paye très mal, et en plus non seulement on les paye mal, mais on les paye en bons d'achat qui ne vont pouvoir être utilisés que dans les magasins qui appartiennent au propriétaire de l'usine. C'est-à-dire comme dans les haciendas, ça s'appelle les tiendas de raya. La tienda de raya, et donc, vous voyez, alors c'est extrêmement mauvais, parce que d'abord, le patron barcelonais, il a sous sa coupe complètement les ouvriers, parce qu'ils vont aller acheter que dans des magasins qui appartiennent encore à l'usine, et en même temps, ils vont aussi s'endetter. C'est ce qui se passe dans les haciendas, et c'est ce qui va provoquer la révolution de 1910. D'accord ? Et donc, c'est un système qui va avoir ses limites. Les ouvriers vont commencer à se rassembler, à créer un petit peu comme des syndicats, et ils vont se mettre en grève. Ce qui va être très embêtant, c'est ce qui va commencer à préparer la révolution de 1910, car les conditions de travail, ils en ont marre d'être aussi exploités par leurs patrons. Alors il faut bien le dire que c'est les patrons barcelonais. Alors en France, ils sont aussi exploités, peut-être un peu moins, mais vous voyez que quand même, il y a un mouvement qui s'organise et qui va déboucher sur la révolution de 1910. Aujourd'hui, le 7 janvier, alors vous voyez, alors, il y a aussi une usine concurrente, parce qu'il y a d'autres Barcelonais qui créent d'autres usines, il n'y a pas que Rio Blanco, bien sûr, il y en a d'autres. Alors là, ça, c'est celle de Santa Rosa, qui aujourd'hui ne marche pratiquement plus. D'ailleurs, ils en ont fait un musée barcelonais, si vous allez à Santa Rosa, ça s'appelle Ciudad Mendoza aujourd'hui. Et vous voyez aussi que c'est quand même pas n'importe quoi, 2500 ouvriers. Dans toute l'industrie mexicaine, dans les années 1900, il y aura 142 usines textiles qui comptent environ 33 000 ouvriers. Je ne sais pas si vous imaginez, aujourd'hui il n'y en a plus. Il n'y a plus d'usines textiles, il y en a 3 dans tout le Mexique. Alors à l'époque, il y en a 142 et 33 000 ouvriers. Donc évidemment, ces ouvriers quand même qui sont exploités, qui ne gagnent rien. Alors, bon,
il se trouve qu'on trouve cette photo. Vous voyez que je vous ai parlé du dictateur Porfirio Diaz. Là, nous sommes à Barcelonnette. Il est normal que Porfirio Diaz ait sa rue à Barcelonnette. Alors, il y a des gens qui voudraient l'enlever en disant c'est scandaleux qu'on ait une rue Porfirio Diaz à Barcelonnette. Les gens ont des idées, ils croient qui sont des très bonnes idées, mais en fait, ils ne se rendent pas compte que Porfirio Diaz, même avec tous ses défauts, a quand même aidé beaucoup les Barcelonais à industrialiser le pays, même s'il n'a pas été parfait. Et il faut remettre aussi les choses toujours dans leur contexte, c'est-à-dire que dans le contexte, ce n'était pas si mal. Il y avait de l'exploitation, mais en France aussi, on était beaucoup plus exploité qu'aujourd'hui, vous voyez. Donc, il n'y avait pas les lois qu'il y a aujourd'hui. Donc, toujours mettre les choses dans leur contexte. Enfin, c'est pour dire qu'à Barcelonnette, on a notre avenue Porfirio Diaz. Alors, je vous disais, pour mettre des usines textiles, il faut des capitaux. Donc, les capitaux, comment est-ce qu'on les obtient? À travers les banques. Et c'est comme ça que nos Barcelonais vont aussi créer les banques, les principales banques mexicaines. Donc, la Banque nationale du Mexique, qui est créée en 1884 et qui va être au conseil d'administration des banques, c'est les Barcelonais. Alors, au conseil d'administration, alors voilà, ici la Banque de Londres, la banque hypothécaire, des prêts à hypothèque, qui appartient à des Barcelonais, vous voyez. Alors l'immeuble ici à gauche, les deux immeubles existent encore au centre-ville de Mexico. D'ailleurs, l'immeuble de gauche c'était la hauteur maximum que pouvaient avoir les immeubles dans la ville de Mexico. Ça servait de référence, Miguel Ángel de Quevedo, le grand architecte mexicain qui l'a fait, et ça servait de limite, on ne pouvait pas construire plus haut. Alors, donc les banques et nos Barcelonais, évidemment, qui étaient à l'origine des commerçants, qui deviennent des industriels, sont aussi des banquiers. Donc nous avons les billets de la Banque de Londres et du Mexique, qui est signé par un signoré du Puerto de Veracruz, du magasin Puerto de Veracruz, et l'autre en bas, qui est signé par Jules Tron, qui est le propriétaire du Palacio de Hierro. Ces billets, on les trouve encore, vous voyez Jules Tron à droite, on les trouve encore dans les magasins de monnaie ancienne au centre de Mexico. Donc vous voyez, nos Barcelonais sont des commerçants, industriels, banquiers. Ils ont quand même une position qui n'est pas n'importe quoi, négligeable. Et alors, ensuite, quand il y en a qui se retirent à Barcelonnette, évidemment, puisqu'ils sont déjà dans la banque au Mexique, alors cette action, je l'ai trouvée au marché aux puces de Mexico. Quand ils rentrent à Barcelonnette, évidemment, là-bas aussi, ils créent la banque de Barcelonnette, parce que tous les rentiers, quelques rentiers qui reviennent, qui représentent 5% de ceux qui ont émigré, il faut bien qu'ils placent leurs capitaux quelque part, et souvent ces capitaux qui sont investis à Barcelonnette vont être aussi, à travers la banque, investis au Mexique. Okay. Donc, après, cette banque sera rachetée par la BNP, la banque de Barcelone. Alors, voyez ici, alors je vous ai dit, on revient un petit peu au magasin, au premier métier des Barcelonais, c'est-à-dire le commerce. Là, on voit que les magasins, les petits magasins à comptoir sont en train de grandir. Vous avez le Liverpool ici, Gran Almacén de Roma, c'était le Liverpool. Vous voyez ce que c'est devenu aujourd'hui avec son succursale et les grands centres commerciaux. Et à côté, c'est le Palacio de Hierro. Alors, le Palacio de Hierro était à l'époque le magasin le plus haut de la ville de Mexico. C'était le gratte-ciel de Mexico. En haut étaient logés les employés, et à l'époque, en 1891, en 1850, non, mais ça c'est une erreur, enfin non, ça c'est une erreur, parce que le Palacio de Hierro, je me suis trompé, c'est en 1891, parce que le Palacio de Hierro, que vous voyez ici, qui est la première partie, a été créé en 1891, ça c'est pas 1850. Et à côté, le Liverpool était beaucoup plus petit que le Palacio de Hierro. C'était encore une maison coloniale, et on a déjà un Palacio de Hierro qui est un grand magasin. Et après, le Liverpool qui est ici en bas, on en construit un Liverpool dans le style porphyrien, qui est déjà beaucoup plus grand, qu'on démolit pour faire le Liverpool que vous verrez aujourd'hui sur l'avenue 20 novembre. Vous voyez, comme ça, tout ça grandit, tout ça évolue. C'est plus des petits magasins, c'est des magasins qui, à la fin du 19e siècle et début du 20e siècle, deviennent des grands magasins, comme les Galeries Lafayette, comme le Printemps, comme ici, aujourd'hui, le Liverpool actuel. Alors, le Palacio de Hierro, à l'époque, évidemment, vous voyez qu'il y a déjà un peu de circulation, c'est déjà un grand et beau magasin. C'est Eiffel, d'ailleurs, qui avait fait les plans. C'est pour ça qu'aussi, on l'a... Parce que Jules Tron était allé à Paris. Vous savez qu'en 1889, Eiffel a construit la Tour Eiffel à Paris. D'accord, et Jules Tron, certainement le connaissait, c'est lui qui lui aurait fait le plan du Palacio de Hierro. Donc, c'est presque probable. Alors, voilà nos grands magasins. Malheureusement, le Palacio de Hierro, évidemment, il brûle quelques années après.
Donc évidemment, il faut reconstruire celui qui est actuellement, parce que là on voit l'ancien Palacio, vous voyez comme ça grandit, c'est-à-dire ça grandit en plusieurs étapes, parce que 1891 c'est une étape, puis après, 10 ans après, c'est pas assez grand, on a grandi encore, et 10 ans après, jusqu'en 1901, on va d'un côté à l'autre du pâté de maison. Vous voyez, c'est gigantesque. Ça prouve l'essor du commerce de magasins au Mexique. Okay. Donc, alors ça c'est un autre magasin, c'est le magasin de ma famille, qui est petit au départ, tout à fait dans le style français, et puis qui grandit aussi. Vous voyez, aujourd'hui ça a été vendu à la Palissine, mais vous voyez, un petit magasin relativement petit, ce que j'ai fait là. Voilà, un magasin petit, évidemment on démolit les maisons qui sont d'un côté et de l'autre pour faire plus grand, parce qu'il faut toujours faire plus grand. Et ici, nous avons le Centro Mercantil, qui est aussi un magnifique magasin. C'est là où est allé travailler Anselme, dont je vous ai lu tout à l'heure son départ pour le Mexique. Il est venu travailler au Centro Mercantil. Aujourd'hui, ça existe encore. Je vous conseille d'aller le visiter. Il y a une magnifique verrière à l'intérieur. Et c'est devenu un hôtel sur le Chocalo. C'était un grand magasin barcelonais, le Centro Mercantil. Ensuite, alors, donc évidemment, nous revenons à notre prospérité, à toute l'industrie textile prospère, etc. Mais il va arriver un moment où tout ça, il va y avoir des problèmes parce que finalement, toutes ces grandes industries, elles sont trop énormes et la demande ne va pas suivre. Donc en plus, il y a des grèves. Donc il y a des problèmes, et puis finalement la demande ne suit pas, et les ouvriers se mettent en grève en 1907, et ça va commencer à être... les problèmes vont arriver, il va y avoir des surcapacités de production qui finalement vont être très néfastes à l'industrie. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que nos ouvriers en grève vont à la Tienda de Raya, dont je vous parlais tout à l'heure, où ils étaient obligés d'aller acheter leurs produits, et ils mettent le feu au magasin, qui appartenait au propriétaire de l'usine. Ils mettent le feu, et évidemment, ça va très mal. Les industriels décident de fermer les usines, et les ouvriers font appel à leur président, à Porfirio, et pour venir en arbitre, voir qu'est-ce qu'on peut faire pour que les choses ne dégénèrent pas. Mais malheureusement, Porfirio Diaz, au lieu d'aider les ouvriers, il envoie la troupe, ils ont peur que ça déborde, et parce que entre-temps, les patrons ont décidé, puisque vous vous mettez en grève, on va fermer l'usine, on va voir comment vous vous débrouillez. Donc il y a 20 à 30 000 ouvriers qui sont dans la rue, qui n'ont pas d'argent pour aller acheter même de quoi manger. Et finalement, ils se révoltent, ils vont incendier le magasin où ils se fournissaient, qui appartenait à Victor Garcin, à Barcelonnette, et puis ça dégénère, et Porfirio Diaz, au lieu d'aider les ouvriers, il envoie la troupe de Rurales, voilà, il envoie la troupe qui tire sur les ouvriers, il y a 200 morts, 400 blessés, c'est gravissime, et bientôt, ça va être la fin du régime, parce que on va dire, c'est l'avant-signe de déjà une dégénérescence du pouvoir qui est resté déjà trop longtemps à la tête du pays et qui va finir par être obligé de démissionner et de s'exiler en Europe. Alors, la révolution, évidemment, comme je vous dis, arrive quelques années après, en 1910, on voit Madero qui est sur son cheval là-bas. Alors Madero qui fait la révolution, Madero est richissime, hein, c'est lui qui fait la révolution, c'est lui qui dirige au départ le mouvement révolutionnaire. Et évidemment, après, le peuple va suivre avec Zapata, avec Pancho-Villa et compagnie. Et nous voilà en pleine révolution mexicaine en 1910. Alors je préfère vous dire que les affaires, ça va pas fort, hein, parce que toutes les commerces prospèrent, qui vendaient très bien, etc. Ben, avec la révolution, tout est fermé. Il n'y a plus rien qui se vend. Et en plus, comme si un malheur ne vient jamais seul, il y a la guerre de 14 qui va arriver. Donc tous les employés mexicains barcelonettes, qui étaient aux environs de 4000, vont partir. Bon, ça c'est la décennie graphique, évidemment, on se bat dans les rues de Mexico. Je vous donne un peu à l'aspect du Zocalo. Vous imaginez que le commerce n'est pas très florissant pendant la révolution mexicaine. Hein. On voit plutôt des morts par terre, et puis il y en a un qui a l'air d'avoir envie de tirer sur la caméra, qui est en train de prendre la photo.
c'est pour donner l'atmosphère de la révolution au centre-ville qui était prospère, etc. Il n'y a plus un chat, les magasins sont fermés, et ça va aller moins bien pour les Barcelonais après la révolution mexicaine. D'accord? Les industries n'en parlent pas, si les magasins sont fermés, les industries s'arrêtent aussi, en plus il y a une surproduction, et les choses ne vont plus du tout aller comme elles étaient au départ. Alors évidemment, il y a de moins en moins de gens qui vont émigrer aussi, parce que ça devient de plus en plus difficile, donc plus question de... Puis le gouvernement met aussi des lois pour empêcher qu'il y ait... On veut donner du travail aux Mexicains, donc pour empêcher qu'il y ait des gens d'ailleurs qui viennent travailler au Mexique, et on va créer des lois pour donner du travail plutôt aux Mexicains et pour restreindre l'immigration. C'est ce que veut faire aussi Donald Trump aujourd'hui aux États-Unis. Alors, donc voilà, donc il y a Obregón, bon, alors je vais pas vous m'étendre sur la Révolution, en 1914, vous voyez, la guerre, et là, vous voyez ici, alors il y a des listes et des listes dans l'album d'honneur de tous les magasins se vident, parce que tout le monde va se battre, on pense que la guerre de 14-18 va durer quelques mois, et tout le monde dit, mais moi je veux aller défendre la patrie, mais pourquoi est-ce que je n'ai pas encore reçu mon ordre de mobilisation, et bon, et tout le monde s'en va. Et le magasin, il y a des listes entières d'employés, vous voyez tous les employés, ça c'est le Puerto de la Cruz, mais c'est pour tous les magasins, les centaines de magasins du Mexique, tout le monde s'en va, il n'y a plus personne, et tout ça, évidemment, le commerce, ça va être une catastrophe. Le pays va mettre des années et des années à se remettre de la révolution, d'où la haine et le fait que Porfirio Díaz n'a son nom pratiquement dans aucune ville. Alors on a le général Porfirio Díaz, mais pas Porfirio Díaz comme président, dans la ville de Mexico. On a Porfirio Díaz président uniquement à Barcelonnette. Alors, que reste-t-il aujourd'hui de cet empire barcelonnette? Aujourd'hui, 40 000 descendants barcelonais vivant au Mexique, qui sont dans tous les secteurs d'activité, un patrimoine architectural que je vais vous montrer dans la vallée de Barcelonnette lié au retour des migrations des quelques 4 ou 5% qui ont fait fortune dans le commerce et l'industrie textile, de belles façades et intérieures au centre historique qui ont été souvent reconverties, parce que par exemple le Palacio de Hierro aujourd'hui n'est plus barcelonnais, c'était à l'origine barcelonnette, ça a été vendu, c'est Baguette, c'est qu'il y a aujourd'hui le Palacio de Hierro, des industries textiles, mais qui après ont finalement périclité, qui sont pratiquement toutes fermées et toutes en ruine, et quelques personnalités en vue dont je vais vous parler un petit peu avant de terminer, et évidemment quelques très rares enseignes prestigieuses comme le Liverpool, qui ont ramené la mise et qui témoignent encore de cette belle épopée. Alors je vous montre quelques villas à Barcelonnette, qu'on appelle les villas mexicaines, qui ont été créées construites au début du siècle par tous les fondateurs de grands magasins au Mexico. Alors celle-ci s'appelle la Villa Morelia, c'est aujourd'hui un relais château, qui a été construite par Réunion Diffré du Puerto de Liverpool. Parce qu'à Barcelonnette, il y a la maison du Palacio de Hierro, la maison du Liverpool, la maison du Centro Mercantil, etc. Chaque villa, alors ça c'est l'Ubayette, édifié par Henri Poix, le Palacio de Hierro, vous voyez, c'est devenu la sous-préfecture. Le musée de Barcelonnette, qui a été créé, la maison a été créée construite par Alexandre Reynaud, qui était le père de Paul Reynaud, président de la République française, président du Conseil, qui est aujourd'hui le musée de la Vallée. Alors ça, c'est on va dire toutes les belles maisons qui ont été construites par ceux qui sont revenus du Mexique. On a cette belle famille, Villa Bleue de la famille Jean. Alors la famille Jean, je ne sais pas si vous avez entendu de Télévis Azcárraga Jean, je vais vous le montrer. Azcárraga Jean, qui est le patron du groupe Televisa, qui est en Barcelonnette par sa mère, Nadine Jean. Alors ça c'est ce qu'on appelle la Villa Bleue, ça a été la dernière villa construite en 1931. Vous voyez qu'après 1931, il n'y a plus personne qui revient, c'est fini, l'immigration terminée. Vous avez en même temps les verrières, alors ça c'est la famille Jean dans la Villa Bleue, vous avez les verrières, grands magasins qu'ils avaient à Mexico, dans le hall de leur villa, et en même temps leurs 7 cheminées qui représentaient les 7 usines textiles qu'ils avaient dans la famille. Et évidemment, en haut, c'est pas les montagnes de Barcelonnette, c'est le Popocatépetl et l'Ixtacihuatl. Voyez. Et en même temps, les maîtres verriers qui font les verrières des villas à Barcelonnette sont les mêmes qui font les verrières des grands magasins à Mexico. Vous voyez, c'est assez intéressant, du Centro Mercantil, en haut qui est aujourd'hui l'hôtel de la ville de Mexico. Et une autre villa mexicaine. Vous voyez, c'est une très belle maison dans un petit village de montagne, c'est quand même assez surprenant. Ici, vous êtes Alphonse Michel, cofondateur du Liverpool. Ici, Auguste Borelli, qui travaillait à Durango, donc la villa s'appelle la Villa Durango.
qui aujourd'hui a été racheté aussi par d'autres, qui a été revendu 3 ou 4 fois. Et ici, regardez cette belle, ce beau, ce qu'on appelle le château des Magnans, qui est un petit peu dans le style de Louis II de Bavière, parce qu'évidemment on fait venir des architectes de Grenoble, alors ça n'a rien de mexicain, même si on appelle des villas mexicaines, on fait venir des architectes de Grenoble, de Paris pour construire ces belles maisons parce qu'ils veulent montrer leur réussite. Donc il faut montrer, alors on met un grand train, puis ces maisons, elles sont de belles salles de bain, alors que les fermes environnantes en 1900, on va aux toilettes à l'extérieur, dans des petits cagitis à l'extérieur, et on met un peu chaud après quand on a fait ses besoins. Alors là, on a de superbes salles de bain dans ces maisons avec des parquets magnifiques, c'est des véritables petits châteaux, parce qu'on veut montrer qu'on a réussi. Alors évidemment, inutile de vous dire que ces Barcelonais qui sont revenus ne sont pas toujours très bien vus des habitants locaux, qui eux sont restés dans leur ferme, qui ne, entre guillemets, n'ont pas osé immigrer ou n'ont pas pu, enfin j'en sais rien. Il y a eu des tas de tensions entre ceux qui étaient revenus et ceux qui étaient restés. Mais enfin, on voit que quand même, eux, ils ont construit, ils ne sont pas désignés dans les matériaux et pour construire évidemment ces espèces de châteaux qui sont évidemment les châteaux des Mexicains, qu'on appelle les châteaux ou villas mexicaines. Alors voilà, alors ici c'est celle de la Rose des Alpes de Jules Lyons, qui est fondateur de la Ciudad de México à Puebla. Et vous voyez la vue qu'il a de la maison, avec en haut les belles montagnes. Vous voyez qu'aujourd'hui c'est totalement reboisé, c'est très très beau, parce que évidemment maintenant plus rien n'est cultivé ici comme ailleurs en France, parce que bon, souvent l'architecture saute dans les plaines, mais l'agriculture est complètement délaissée. Aujourd'hui évidemment il y a des activités touristiques, le ski d'hiver et les activités d'été, alors évidemment il y a beaucoup de tourisme qui vient. Et l'école communale, entre autres, où je suis allé aussi en dehors du lycée de Mexico, l'école de garçons, où j'ai assisté ce bâtiment rose, où j'ai assisté à l'école d'art aussi. Et puis, évidemment, le patrimoine architectural. Alors, je vous parlais de l'hôtel de la ville de Mexico, qui était l'ancien Centro del Country. Vous voyez, avec sa belle verrière. Et à droite, Palacio de Hierro, Fábricas Universales, aussi les belles façades qui restent aussi de la réussite barcelonaise au centre-ville. Le Liverpool, bien sûr, avec un magasin totalement moderne, qui est encore aujourd'hui à 100% barcelonais. Et quelques personnalités que vous avez peut-être déjà vues. Alors, Eugenio Derbez, qui est Derbez et barcelonais, 100%. Emilio Ebrar, qui est actuellement notre ministre des Affaires étrangères sous le gouvernement de López Obrador, il est barcelonais, il est brave, bien sûr. Canales Clario, qui était aussi un député du Monterrey. Il y a un archevêque du Yucatan qui s'appelle Berdi, barcelonais. Vous voyez qu'il y a quand même quelques personnalités. Et puis, évidemment, Azcárraga, qui est le président du groupe Televisa, qui est un barcelonais. Et voilà, en guise de conclusion, je voudrais vous lire ces quelques mots de Paul Reynaud, qui a été, comme je le mets ici, qui est né à Barcelone, plusieurs fois ministre sous la Troisième République, président du Conseil en 1940, fils de commerçant et industriel immigré au Mexique, qui a fondé l'usine de Santa Rosa. Son père a fondé l'usine de Santa Rosa, que je vous ai montré tout à l'heure, qui est une des usines les plus prospères du Mexique, et qui écrit dans son livre, Venu de ma montagne, voilà ce qu'ont fait les habitants de la vallée de Barcelonnette, qui mangeaient du pain dur et buvaient de l'eau claire. Et voilà. Et je vous remercie pour votre attention. C'est une très bonne question, c'est bien. Alors, est-ce que nos Barcelonais qui émigrent au Mexique, c'est une bonne question. Qu'est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'ils sont français? Est-ce qu'ils se sont barcelonais? Est-ce qu'ils sont mexicains? Alors évidemment, il y a de tout. Plus le temps passe, c'est-à-dire aujourd'hui, nos descendants barcelonais, les 40 000 descendants qu'il y a aujourd'hui au Mexique, évidemment, le 90% ou 95% sont mexicains. C'est-à-dire qu'ils savent, comme Emilio Derbez, que vous avez peut-être vu à la télévision, ils savent qu'ils ont un nom barcelonais, mais ils sont mexicains. Ils sont complètement intégrés à la ville mexicaine. Azcárraga, Jean de Televisa, il est mexicain. Mais, c'est-à-dire que plus on s'approche aujourd'hui, plus le temps passe, plus les descendants, d'abord, sont déjà nés à Mexico, souvent depuis 2 ou 3 générations,
Il suffit que leur mère soit mexicaine, parce qu'il y a des mariages mixtes. Alors le père est français, la mère est mexicaine. Il suffit que les élèves, les fils des Barcelonais n'aillent plus au lycée français. Donc, ils vont plus au lycée français parce que vous êtes au lycée français. Donc, même si vos parents sont barcelonais et migrés au Mexique depuis 2 générations, vous allez quand même au lycée français, vous avez encore un peu la culture française. Bien sûr, vous parlez français, donc vous avez encore quelque chose. Mais imaginez que la génération d'après, vos enfants, vous les envoyez plus au lycée, c'est des Mexicains à 100%. Donc, alors, il y a encore un autre problème. Est-ce que, moi, c'est le cas de mes cousins sont barcelonais, donc ici, ils ne se sentent pas mexicains, parce qu'ils sont de culture française, mais en France, ils ne se sentent pas français non plus, parce qu'ils ont habité toujours au Mexique. Donc quand ils vont en France, ils ne parlent pas vraiment bien le français, ils n'ont pas les bonnes expressions, ils ont un peu de culture française, mais bon, et ici au Mexique, on leur dit, mais attends, mais toi tu n'es pas non plus mexicain. Alors ça, c'est vraiment très mauvais, parce qu'ils ne sont plus rien du tout. Donc vous voyez, il faut peut-être un peu choisir, est-ce qu'on veut être plus français, plus mexicain, ou finalement, peut-être qu'on peut être les deux, et se sentir bien, se sentir de culture, moi je me sens bien, je me sens de culture et française et mexicaine. Bon, je suis peut-être une exception, parce que j'ai entretenu la culture française, j'ai entretenu les relations avec mon pays d'origine, de mes ancêtres, mais la plupart des gens aujourd'hui ont fini, c'est fini, ils n'ont plus de maison, ils n'ont plus de famille, ils ne sont plus jamais retournés dans leur ville natale, donc, mais c'est très bien, ils sont intégrés au Mexique. Donc il y a de tout, il peut y avoir des gens qui sont complètement mexicains, c'est la grande majorité, et il peut y en avoir quelques-uns qui se sentent encore un peu de culture française. Voilà. Une question? Vous dites qu'avant, on ne pouvait pas avoir une famille en Barcelonnette. Pardon? Avant? Oui. Avant, on ne pouvait pas avoir une famille en Barcelonnette, c'est pour ça qu'ils sont partis. Est-ce qu'on pourrait en avoir une maintenant? J'ai pas bien compris la question. Avant, on ne pouvait pas... Quoi? Attendez, je veux bien comprendre la question. Que ceux de Barcelonnette, oui, ils sont partis puisqu'on ne pouvait pas avoir une famille. Non, c'est pas qu'ils ne pouvaient pas avoir une famille, ils ne pouvaient pas nourrir leur famille. Oui. Mais est-ce que si là on a une famille en Barcelonnette, on peut la nourrir? Oui, alors d'abord, bien sûr. Oui. Non, mais c'est une bonne question. Non, mais il ne faut pas se moquer. C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Alors, aujourd'hui, non, mais il faut écouter la réponse. Alors, aujourd'hui, d'abord, il y a plusieurs facteurs. D'abord, il n'y a plus des familles, Dieu merci, de 8 ou 10 enfants. D'accord? À l'époque, il y avait des familles de 8 ou 10 enfants. Et que faire? Comment nourrir des familles de 8 ou 10 enfants? Ensuite, il n'y avait aucune ressource sur place. Aujourd'hui, les familles ont 2 ou 3 enfants. Donc c'est déjà beaucoup plus facile. D'abord, les communications sont déjà beaucoup nettement plus faciles. Donc souvent, il est vrai, tu as raison. C'est-à-dire que beaucoup émigrent, mais ils n'ont pas besoin d'émigrer si loin. Ils vont travailler à Aix-en-Provence, ils vont travailler à Digne, qui est le chef-lieu du département, ils vont travailler à Gap, qui n'est pas très loin, donc ils ne sont pas obligés d'aller si loin, de s'expatrier si loin, et en même temps, ils essayent aussi d'avoir des métiers à la montagne, c'est-à-dire aujourd'hui il y a le ski, qui donne d'abord beaucoup d'emplois, et l'été, il y a beaucoup de restaurants, il y a beaucoup de touristes qui aujourd'hui visitent la vallée barcelonaise. Il y a d'ailleurs les fêtes mexicaines d'été avec les mariachis qui viennent de Guadalajara, et on organise tout un tas d'activités mexicaines qui font venir beaucoup de touristes. Tout ça génère évidemment quand même beaucoup de retombées économiques, restaurants, hôtels, donc il y a beaucoup plus de ressources, il y a plein d'activités comme le kayak, etc., qui font que sur place, ils n'ont pas besoin de partir, mais même s'ils partent, ils partent moins loin, et en fait, des familles surtout beaucoup moins nombreuses. D'accord? Voilà, j'espère avoir répondu à la question. C'est que je n'ai pas compris, parce que vous avez dit que les hommes, ils vont au Mexique, mais venir au Mexique, ça ne va pas faire que sa famille ait une meilleure vie en Barcelonnette, non? Alors, si, je vais vous dire pourquoi. Oui, parce que c'est comme les migrants aux États-Unis. Oui, parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui?
grand, les 20 millions, je ne sais pas combien ils sont au Mexique, d'illégaux mexicains, ou légaux ou illégaux mexicains. Vous savez que les Mexicains aux États-Unis envoient des milliards, c'est le Mexicain, le premier produit d'exportation mexicain. D'accord? C'est-à-dire que la première source de devises du Mexique, c'est envoyé par ceux qui sont aux États-Unis. Je crois que c'est autant que le pétrole. Et de la même façon, les Barcelonais, dès qu'ils pouvaient avoir un petit peu de capital, la première chose qu'ils avaient en tête, c'était d'aider leur famille qui était restée au pays. Et souvent, quand ils revenaient après 5 ou 6 ans, et qu'ils avaient un petit peu réussi, ils construisaient, ils essayaient d'améliorer la maison où habitaient leurs parents, et ils essayaient de faire que leurs parents aient une vie meilleure. Donc, bien sûr, tout à fait, absolument. Voilà. Est-ce que, du coup, ça veut dire que Liverpool, c'est français? Ah oui. Alors, et du coup, oui. comme vous avez parlé de Palacio del Hierro, est-ce que c'est français aussi? Alors, le Palacio del Hierro n'est plus français du tout parce qu'il a été vendu dans les années 60. Le directeur de l'époque, c'est intéressant l'histoire du Palacio del Hierro parce que dans les années 60, le directeur de l'époque, qui s'appelait Hippolyte Signoret, n'avait pas d'enfants. Il n'avait que des neveux. Et il trouvait que ses neveux étaient des bons à rien. Et il a dit, je ne vais pas laisser le Palacio del Hierro à mes neveux. Je ne vais rien leur laisser, parce que je trouve que c'est des nuls. Et je préfère vendre, ça veut dire presque faire cadeau, du Palacio del Hierro à Bailes, qui est catalan, qu'il a aujourd'hui, plutôt que le laisser à mes neveux. Donc le Palacio del Hierro et les neveux, pratiquement, ils ont fait. Alors, il n'a pas été très gentil, ce monsieur Hippolyte Signoret, parce qu'il aurait pu être un peu plus généreux avec ses neveux, mais il les aimait pas, il trouvait qu'ils étaient des bons avec lui. Et donc, bon, ben, c'est ce qui arrive souvent dans les familles, vous savez, le patron initial est très qualifié, et puis les enfants ne le sont pas, et puis les petits-enfants encore moins. Donc là, ça a été, malheureusement, il a vendu. Bon, heureusement, le groupe Bailes, qui est quand même assez génial, a très bien développé l'enseigne Palacio. Vous voyez que c'est un magasin magnifique, mais ce n'est plus barcelonais, parce que le directeur de l'époque a décidé de le vendre pour une bouchée de pain. C'est-à-dire que la marchandise qui est dans le magasin valait plus que ce qu'il a vendu le Palacio. C'est comme ça. Je voulais savoir, vous dites que les Barcelonais sont venus pour faire fortune au Mexique, mais je voulais savoir combien d'entre eux ont vraiment réussi à faire fortune et combien d'entre eux non. Combien? Non, c'est très bien, c'est une bonne question, c'est une très bonne question. Alors, combien ont réussi à faire fortune? Très peu. Très peu. C'est-à-dire, on va dire, écoutez, à Barcelonais, il y a 100 villas mexicaines, environ. 100 des villas que je vous ai montrées, il y en a 100. Et ont émigré 4000 personnes, minimum. Donc combien, vous voyez la proportion de ceux qui sont revenus? Alors ils avaient tous l'idée de revenir, c'est-à-dire que s'ils réussissaient, leur rêve c'était de revenir et de vivre de l'or à Barcelone. Donc on peut dire que c'est la proportion de 100 sur 4000. Vous voyez, ça ne fait pas beaucoup. Ça fait pas beaucoup. C'est peu. Mais malheureusement, mais qu'est-ce que voient les gens là-bas à Barcelone? Ils ne voient que les gens qui ont réussi. Donc là-bas, ils voient les gens qui ont de belles maisons, ils pensent que tout le monde a réussi. Mais ils ne voient pas ici tous ceux qui sont restés ici, finalement, qui n'ont pas pu revenir là-bas, et qui ont vécu peut-être mieux que ce qu'ils auraient vécu là-bas. Il ne faut pas dire qu'ils ont mal vécu, ils ont vécu bien, normalement, comme tout le monde. Mais, alors il y en a qui n'ont pas bien vécu du tout. Il y a mon père qui se rappelle qu'un jour, il était à Pátzcuaro, et il voit quelqu'un qui avait l'air d'être européen, assis par terre, en train de vendre des petits pains, par terre, sur la place. Et il lui a dit, mais vous n'êtes pas mexicain du tout, qu'est-ce que vous êtes où? Et il lui a dit, je suis barcelonais. Et ce barcelonais, il vendait du pain assis par terre. Vous voyez, qu'est-ce qu'il pouvait gagner? Rien du tout. Mais évidemment, ces gens-là, on ne les voit jamais, on n'en parle pas. On ne parle que des gens qui ont réussi. Donc on s'imagine que ceux qui ont réussi, finalement, sont très importants, alors qu'ils ne représentent pas grand-chose. C'est simplement que les autres, ils se sont fondus dans la masse. Et finalement, voilà à peu près ce qui a arrivé. Donc c'est la proportion environ 5%. Voilà.
Donc, bien, bonne question. Bien, bien. Après, pourquoi les Mexicains après, voulaient revenir à Barcelone? Pourquoi les Mexicains voulaient revenir à Barcelone? Ah, pourquoi? Même ceux qui ont gagné beaucoup, ils voulaient revenir. Alors, pas à Paris ou quelque chose comme ça. Alors, bon, évidemment, oui, c'est pourquoi. Alors, c'était leur rêve, parce qu'ils aimaient beaucoup en fait, leur vallée. Ils aimaient, vous avez vu, c'est quand même joli, la nature. Et ils ont toujours été attachés à leur vallée d'origine. Donc pour eux, ça répond un petit peu à la question qu'on m'a posée tout à l'heure, c'est-à-dire, est-ce qu'ils se sentaient français-mexicains? Vous voyez, les premiers, en fait, parce qu'après ça a été fini, dans les années 1930, c'était terminé. Après, ils sont restés ici. Mais les premiers se sentaient tellement français et barcelonais, plus barcelonais que français, que finalement, pour eux, c'était la France, c'était barcelonais qui était leur culture. C'était ici, ils sentaient qu'ils étaient ici provisoirement, uniquement pour gagner de l'argent, et que finalement, ils étaient là que de passage. Et ce qui était le plus important, surtout au début, jusqu'en 1900, jusqu'à il y a une centaine d'années, c'était leur culture, et ils voulaient revenir dans leur vallée parce qu'ils considéraient qu'ils étaient français, qu'ils étaient avant tout barcelonais. Alors après, tout ça, évidemment, a complètement disparu parce que plus le temps a passé, plus ils se sont intégrés à la vie mexicaine. Donc après, tout ça, ça a été terminé. Et puis les affaires, comme vous avez vu, la révolution mexicaine, la guerre de 14, les commerces et les industries qui ont eu beaucoup de problèmes, ça a fait qu'évidemment, il a été beaucoup plus difficile de faire fortune et finalement de pouvoir rentrer là-bas. Et puis en France aussi, il faut dire qu'après est arrivée la Deuxième Guerre mondiale, et ça n'a pas été des époques faciles non plus. Hein. C'est-à-dire que là, après, en 1945 en France, le pays était à moitié détruit, pour ne pas dire plus, et il n'y avait rien à faire. Vous voyez ? Quand les Barcelonais sont arrivés au Mexique, qu'est-ce qui a été la chose qui leur a frappé le plus fort? La nourriture ou la... Alors, qu'est-ce qui les a le plus frappés je sais pas. D'abord, c'est pas déjà les paysages mexicains, parce que comme ils sortaient pas, vous voyez, c'est pas déjà ni les plages, ni la campagne. La campagne, c'était vraiment les environs de la ville de Mexico. Ce qui a dû beaucoup les frapper, certainement, c'était la façon de manger, parce qu'évidemment, la tortilla par rapport au pain de seigle qu'on trouvait là-bas dans la vallée, puis la façon de vivre aussi, parce que là-bas, on gardait les moutons. Quand on avait... D'abord, on commençait à garder les vaches à l'âge de 8 ans. Et après, quand on était un petit peu plus, on avait un peu grandi, c'est-à-dire aux environs de 11-12 ans, on gardait des troupeaux de moutons, parce qu'évidemment, il y avait plus de moutons, garder une vache, c'était plus facile de garder les moutons. Alors évidemment, ici, c'était tellement différent, il y avait ni vaches ni moutons dans la ville de Mexico, il y avait peut-être quelques ânes. Donc ils ont trouvé certainement que la vie ici, la nourriture était complètement différente, et surtout la façon de vivre qu'eux vivaient. Ils vivaient une vie totalement enfermée entre quatre murs, n'avait rien à voir avec la vie qu'ils avaient dans la nature. Vous voyez, de partir le matin très tôt, ils se levaient très tôt et ils allaient dans la montagne garder les troupeaux de moutons et les vaches. Vous voyez, donc ça a dû certainement beaucoup les choquer. Enfin, c'était un changement radical, bien sûr. Pourquoi les Barcelonais, s'ils allaient au Mexique, s'ils pouvaient rester à Barcelonnette et juste aller à Paris pour pouvoir travailler? Oui, c'est vrai que c'est intéressant en fait. C'est-à-dire pourquoi s'expatrier si loin? C'est vrai. Parce qu'en fait, comme les premiers revenants, qu'est-ce qu'ils voyaient aussi? Ils ont vu les premiers qui sont revenus, c'est-à-dire les employés des frères Arnault qui sont revenus avec 200 000 francs or, je vous disais. Donc ils se sont dit, c'est là-bas où peut-être on peut gagner beaucoup plus d'argent. Vous savez, plus c'est loin, plus ça fait rêver peut-être. Puis le Mexique, c'était tellement loin, c'était tellement un pays différent de... Peut-être, mais je pense que c'était peut-être aussi plus difficile. Vous savez, ça a toujours été plus difficile. Même aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Même aujourd'hui, je pense qu'en France, un jeune qui décide de s'expatrier au Mexique a plus de chances. Alors, il faut travailler, hein, je ne vous dis pas que c'est à condition. Mais je pense qu'un jeune français aujourd'hui, parce que je le vois avec des jeunes qui sont venus aujourd'hui, qui ont créé deux ou trois choses ici,
Je pense qu'en Europe, et est-ce que c'était pas la même chose peut-être au début du siècle, au début du siècle dernier, en 1900, est-ce qu'en Europe, d'abord les gens sont beaucoup plus éduqués, tout le monde va à l'école, tout le monde fait des études, enfin pas tout le monde, mais beaucoup plus de proportions de jeunes font des études supérieures, donc il y a beaucoup plus de concurrence, il y a beaucoup plus de gens qualifiés. Or, au Mexique, je pense qu'il y avait beaucoup moins de gens qualifiés, et ils avaient un grand avantage aussi, c'est que, en fait, ici, ils étaient instruits. Ils savaient écrire, ils savaient bien compter, et ça a été un grand avantage par rapport aux Mexicains. Donc, je pense que, alors il y a une part de rêve qui fait qu'on va beaucoup plus loin, et puis en même temps, ce qu'on voit revenir, qui vous incite à partir si loin, il y a l'imagination, mais en même temps, je pense qu'au Mexique, il y a peut-être plus d'opportunités, ils avaient peut-être raison, de réussir, que finalement, parce qu'ils voyageaient en Europe, je vous ai dit qu'ils faisaient du colportage, ils allaient à Lyon, ils auraient pu être employés à Lyon dans un magasin, quand ils faisaient le colportage depuis le XVIIe siècle. Pourquoi est-ce que personne les employait? Parce qu'il y avait déjà beaucoup de gens qui étaient employés. Sans ça, on leur aurait dit, ne rentre pas à Barcelone, je t'emploie dans mon magasin. Si on ne les a pas employés sur place, c'est qu'ils voyaient bien que c'était déjà un petit peu difficile. Je pense. Vous avez dit que les Barcelonais qui partaient au Mexique, ils ne pouvaient pas, ils ne se mariaient pas ni avaient des enfants. Mais alors comment ils allaient hériter l'argent ou à quoi ça servait tout ça? Voilà. Alors, donc ici, comme je vous ai dit, on venait exclusivement pour travailler. Alors l'idée, c'était, on va travailler pendant 20 ans, donc on arrive à travailler à 16 ans. 16 ans, et on va travailler normalement jusqu'à 40 ans. On se retire à 40 ans. Donc entre 16 ans et 40 ans, ça fait 24 ans, d'accord? 24 ans de travail, et donc, comme je vous disais, on est là que pour travailler, il n'y a pas autre chose qui compte. Il n'y a rien d'autre. C'est interdit de se marier. D'ailleurs, votre patron, si vous vous mariez, c'était fini. C'était fini, vous disiez, on ne vous accepte plus dans le magasin, parce qu'on ne veut pas quelqu'un ici qui vient pour s'occuper d'autre chose que du travail. Mais même au Liverpool, encore récemment, vous savez, le Liverpool, c'est un magasin très absorbant, et ils n'avaient pas le temps de se marier. Alors, ça ne voulait pas dire qu'ils fréquentaient peut-être certaines jeunes filles. Vous voyez, il y a beaucoup de mariages, enfin, il y a beaucoup d'enfants, il y a eu beaucoup d'enfants illégitimes, parce que quand même, bon, ils allaient dans des maisons de passe de temps en temps, c'est humain, mais pas de mariage parce qu'on était là que pour travailler. Par contre, quand on se retirait à 40 ans, c'est encore un bon âge, comme le cas de mon grand-père paternel, qui s'est retiré à 40 ans, il allait choisir, dans la vallée barcelonaise, une fille qui avait 20 ans. Et il se mariait avec une fille de Barcelonnette, et il commençait à 40 ans une vie de couple agréable, parce que d'abord il se mariait avec une fille qui avait 20 ans de moins que lui, sa grand-mère, et c'était souvent le cas. Donc, mais quand ils étaient ici, il n'était pas question. Alors évidemment, tout ça, ça a évolué. Je vous parle du début jusqu'en 1900. Après, 1900, c'est fini. Hein. Après, quand on commence à s'installer ici, et plus le temps passe, plus on se marie. Évidemment, je vous parle jusque dans les années 1930, 1920, 1930. Après, il ne faut pas croire que ça a duré tout le temps non plus. Hein. D'accord? Parce que mes parents se sont bien mariés, mes grands-parents se sont bien mariés ici en 1925. Il ne faut pas croire. Mais bon, au départ, c'était l'idée de se marier quand on avait fini de travailler à 40 ans avec une fille de 20 ans. J'écoute. Comment on reconnaît les Barcelonettes? Non, Barcelonettes. Je n'ai pas compris la question. Comment on reconnaît les Barcelonettes? Alors, je voudrais un peu plus de détails sur la question. Par exemple, vous avez dit que au Mexique, il y avait des Barcelonettes, mais comment vous savez que c'est des Barcelonettes? Alors attendez, non, mais c'est pas si belle que ça, non, pas du tout. Alors, comment est-ce qu'on savait que c'était des Barcelonais? Bon, d'abord, évidemment, ils avaient le teint peut-être un peu moins basané que les Mexicains, possiblement, je ne sais pas, mais il n'y a pas que ça, non, mais pas que ça. D'abord, ils étaient extrêmement honnêtes, comme je vous ai dit, ils savaient bien lire et compter, et on savait qu'un Barcelonais
quand il disait, il donnait sa parole, c'était vrai. Alors que les Mexicains, on donne sa parole et puis on fait exactement le contraire. Vous voyez, c'était des gens extrêmement honnêtes et la parole donnée, ils savaient que c'était argent comptant. Donc ils avaient cette réputation d'honnêteté et d'être très travailleurs aussi. Parce que vous savez que s'ils étaient renvoyés d'une maison, comme tous les Barcelonais se connaissaient, tous les magasins appartenaient aux Barcelonais, tout ça se savait tout de suite. S'ils avaient été mal travaillés dans un endroit, ils ne pouvaient plus aller travailler à un autre endroit parce que tout le monde le savait. Donc ils se tenaient à carreau et c'est ça qui faisait qu'ils étaient extrêmement travailleurs parce que je ne sais pas si les Mexicains à l'époque ils auraient travaillé 12 heures par jour. Alors vous savez à propos dans les usines, je ne vous en ai pas parlé, mais dans les usines textiles, vous savez combien il y avait à la fin de l'année sur 100 ouvriers, je vous ai parlé qu'il y avait 3000 ouvriers dans l'usine de Rio Blanco. Vous savez combien il restait à la fin de l'année d'ouvriers sur les 3000 à la fin de l'année? Il n'en restait que le 25%. Le 75% était reparti travailler, était reparti dans leur campagne. Parce qu'en fait, ils ne supportaient pas le rythme de travail. Alors qu'un Barcelonais, il était là, d'abord il faut dire qu'ils étaient loin de leur pays, donc comme ils étaient là, ils ne pouvaient pas repartir, et ils n'osaient pas repartir, ça aurait été infamant de revenir en disant j'ai échoué. Donc quand ils étaient là, il fallait bosser dur et dire je vais m'y astreindre. Alors que les Mexicains, c'est l'exemple des usines, il y avait un roulement incroyable parce qu'ils ne supportaient pas le rythme de travail. Voilà à quoi on reconnaissait les Barcelonais. Monsieur Bernard Mertel, merci.